Alors, on va donc parler de notre troisième territoire ce matin, et on a choisi le cadre qui apparaissait, les territoires urbains, les territoires littoraux, donc des ports en cale, et c'est vrai que cet univers chez Marie IV apparaissait le mieux pour que nous en parlions, avec donc Hervé Delouche qui tient encore le coup depuis samedi et qui n'a pas encore renoncé à intervenir à mes côtés, et surtout nos deux auteurs, nos deux romanciers qui ne sont pas en fait des tout nouveaux Goélands masqués, parce que l'un d'entre eux, donc je vous présente Yvon Coquille, a été, cela fait quelques années, un des lauréats du prix du Goéland masqué, un roman alors plutôt rural, il s'appelait Black Power, et c'est un roman qui nous avait absolument enthousiasmé, moi surtout, d'autres aussi, et voilà, c'était vraiment une belle découverte. Quant à Denis, l'autre invité, moi je l'ai connu lorsque j'étais seulement visiteur au Goéland par un roman, Le Tempesteur. Voilà, et je l'avais découvert à cette occasion, on avait discuté, et voilà, on est bien content de l'accueillir pour... alors, Denis vient de publier chez Inuit ces jours-ci, d'ailleurs. Oui, c'est tout nouveau, hein, vous avez pratiquement l'exclusivité, la primeur. Oui, il sort officiellement la semaine prochaine. Voilà, il sort la semaine prochaine. Juin 2017. Oui, juin 2017. Donc soyez les premiers à l'acheter. Voilà. C'est des fous. Non. Alors, d'ailleurs, la preuve, c'est que nous, on l'avait lu avec beaucoup de plaisir, mais sous un autre titre. Et sur notre ordinateur. Et là, c'est Pêche interdite. Quant à Yvon, dans une excellente maison d'édition qui est souvent également invitée au festival, Sixto, donc une série de nouvelles noires intitulées Métal amer, souvenir d'un arpète, plus ou moins. On va en reparler. On va commencer par Denis. Par Denis Flageul avec Pêche interdite. Alors on va juste parler parler d'autre chose aussi, mais on va commencer plutôt avec le début de ta novella, comme on dit. On est sur un quai à Saint-Brieuc ou à côté. À Erquy. Qui n'est pas très loin. Dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà, dans la baie de Saint-Brieuc. Et on est avec Yvan Kermer, il est hauturier, tu peux peut-être nous en parler, et il a fait une pêche, entre guillemets, une pêche miraculeuse. De quoi, qui est-il lui et de quoi s'agit-il? Quelle est cette pêche? Donc Yvan Kermer est un marin pêcheur, un matelot sur un bateau hauturier. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce métier, mais bon, les hauturiers, ce sont des bateaux qui partent une semaine en mer et qui reviennent décharger leur pêche et qui éventuellement repartent une autre semaine. Hein, il y a des flottes hauturières comme ça à Erquy, justement, avec un armateur très célèbre qui a plein de bateaux, et donc ils partent une semaine, ils reviennent et ils repartent. Et donc dans ce voyage, le bateau arrive à quai au bout d'une semaine, mais un des marins, Yvan Kermer, a découvert dans le chalut un paquet mystérieux, mystérieux, il sait tout à fait très vite ce que c'est, hein. Et cette pêche miraculeuse, donc il réussit à la mettre de côté, c'est-à-dire un paquet de 30 kilos de drogue qu'il a tiré dans le chalut. Il réussit à mettre ce paquet de côté sans que les autres marins le voient, et il débarque donc du navire et il s'en va avec cette prise,
comme envie, enfin en décidant d'écouler cette drogue pour bien sûr gagner de l'argent et pouvoir sortir de ce métier qu'il aime beaucoup, mais qui en même temps l'a quand même beaucoup aussi rendu un petit peu... Comment dire, c'était un patron pêcheur d'un petit chalutier qui a vu son chalutier être détruit, comme ça a été le cas pour beaucoup de chalutiers à un moment donné. Donc il a fait de mauvaises affaires, il a plein de dettes, etc. Et donc il espère rééquilibrer son histoire financière, mais aussi sa vie sentimentale avec sa compagne, grâce à cet argent qu'il espère gagner. Oui, tu écris d'ailleurs à un moment qu'il veut, d'où ce choix d'essayer d'écouler la drogue qu'il a trouvée, il veut changer de vie, sortir des odeurs, le gluant du poisson. Alors, est-ce que, bon, par ailleurs, cette drogue qu'il a trouvée nous amène aussi à quelque chose que moi j'ai découvert en te lisant, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, quand en plus on vit ailleurs, on a une vision encore un peu mythique des ports et tout ça. Or, on le verra aussi avec Yvan, mais la vie a changé aussi sur les ports, la vie des marins, mais il y a aussi trop d'alcool et de dope. Donc, je me suis renseigné beaucoup, bien sûr, pour essayer de donner une toile de fond à cette histoire, sur la vie des marins pêcheurs et des ports, etc. Et j'étais quand même... hier, il y a un ancien marin pêcheur qui est venu acheter le livre et qui m'a dit que c'était vraiment comme ça que ça se passait. Il y a une vingtaine d'années, il m'expliquait les marins... bien sûr pas tous, on est bien d'accord, il y avait cette présence très importante de l'alcool dans les bateaux, et la personne qui m'a parlé hier me disait, moi j'ai été amené à faire une cure de désintoxication il y a 20 ans, alors que j'étais marin. Et il me dit, effectivement, depuis une vingtaine d'années, l'alcool, petit à petit, est remplacé par la dope. Et on a vraiment des cas... De marins qui s'en vont en mer avec leur dose. Je me suis renseigné et j'ai constaté par exemple que certains patrons pêcheurs devaient revenir au port parce que leurs marins n'avaient pas assez de dope sur le bateau pour tenir pendant toute la partie de pêche. Voilà, je confirme, connaissant particulièrement bien donc, les activités du port de pêche de Saint-Guénolé, que c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, c'est une tendance lourde. Par contre, contrairement à une légende, les marins consommaient historiquement très peu d'alcool à bord, parce que la consommation d'alcool à bord pouvait bien sûr provoquer tous les drames de la mer, voilà. Mais c'était plutôt à terre que l'alcool coulait à flot. Mais ce que tu dis pour la drogue, c'est vrai. Voilà, il y a les vendeurs sur le quai lorsque les bateaux arrivent au port. Ça, c'est incontestable. Donc un métier tellement difficile, sans doute, qu'il faut avoir ces moyens de tenir. Bien sûr. Je précise aussi que le point de départ, qui est la découverte du paquet de drogue dans le chalut, c'est un fait divers réel, c'est-à-dire que je me suis appuyé sur une histoire réelle, qui est assez ancienne, mais je pense que les chaluts ramènent effectivement plein de choses qui sont dans la mer, donc ça peut être de la drogue, mais ça peut être sans doute bien autre chose aussi. Et tu écris d'ailleurs, les dealers attendent comme des femmes en manque d'amour sur le quai. C'est vrai qu'il y a sans doute aujourd'hui parfois plus de dealers que de femmes sur le quai lorsque les bateaux arrivent dans tous les ports. Non, alors c'est vrai que moi j'ai été particulièrement intéressé par cette restitution de cette atmosphère que j'ai trouvé tout à fait exacte et tout à fait bien vue, avec des nuances aussi, parce que effectivement il faut éviter tout manichéisme, et c'est vrai que voilà.
tu sais faire la part des choses entre les faits avérés et après, bien sûr, la fiction. La fiction devient, je dirais, classique. Hein, bon. Oui, parce que c'est une histoire de drogue qui est comme toutes les histoires de drogue, c'est-à-dire que le personnage qui a récupéré le paquet, bien sûr, se trouve pris dans une course-poursuite parce que quelqu'un d'autre a vu le paquet. Et donc il y a eu un autre marin qui le suit, lui, en essayant de se procurer le paquet, la pêche miraculeuse. Quoi. Donc ça devient, d'une manière plus traditionnelle et assez classique, une course-poursuite qui se situe dans la baie de Saint-Brieuc, entre le port d'Erquy et un autre petit lieu, parce que le marin qui a découvert le paquet connaît bien ce milieu de la drogue. En fait, c'est un ancien, il est passé aussi par là dans son histoire personnelle. Donc il connaît les personnes à qui il doit s'adresser, etc. Donc, il est poursuivi par un autre couple de marins. Il y a aussi un personnage qui est important, qui est Joss, c'est-à-dire c'est la femme, la compagne d'Ivan. Et parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles lui, il a fait cette pêche miraculeuse et il veut offrir autre chose parce que Joss, son travail, c'est tous les jours les mains dans la merde de poulet, voilà. Et puis un peu leur amour s'est effrité, enfin à cause de toutes ces raisons. Tu écris la maison est morte, c'est vite comme la vie, et tu dis qu'ils sont comme des zombies en fait. Oui, moi je pense toujours que dans une fiction, enfin c'est souvent ce que je fais, je pense qu'il faut introduire une histoire d'amour. Donc, voilà, moi je pense que c'est très important. C'est l'un des paramètres de la fiction. Voilà. Donc bien sûr il y a la course-poursuite, bien sûr il y a la bagarre entre les trois mecs qui veulent avoir la pêche miraculeuse, mais il y a aussi l'histoire d'amour. Et c'est aussi, à mon avis, un des fils rouges de ce récit. Hein. Et Joss, tu disais, elle a les mains dans la merde des poules, c'est-à-dire c'est une jeune femme qui fait ce qu'on appelle dans notre... Ça doit exister par ici aussi, peut-être moins par ici, les ramassages de poules. Les ramassages de poulets, c'est-à-dire qu'il va dans les immenses poulaillers et qui prennent des poules ou des dindes, voilà. Hein. Il faut les prendre 2 ou 3 par dans la main, puis les mettre dans le camion. Enfin, donc il y a toute la merde, c'est le cas de le dire. Il y a les cris, il y a les coups de bec, les coups de griffe, etc. Donc c'est un boulot assez difficile. Et elle souhaite, Yvan est d'accord avec elle, ils veulent sortir de cette vie, lui, de cette vie de marin-pêcheur difficile, mais qui ne lui procure plus le plaisir qu'il avait autrefois quand il était patron, et elle de cette ambiance assez très difficile d'ailleurs aussi. Sortir de la merde en fait. Dans le livre d'Yvan Coquille, donc une série 11 nouvelles noires, pour faire le lien avec ce dont on parlait, il y a aussi il y a aussi une nouvelle qui tourne autour du trafic de drogue, mais c'est petit bout mais dans un autre univers, je dirais sociologique et urbanistique, différent. Alors est-ce que Yvan, toi aussi, tu es parti de faits avérés, ou est-ce que on est là totalement dans la fiction? Là, je suis parti de deux axes. D'abord, j'avais lu un bouquin de Daniel Villeray, Petit Cœur, et je trouve le personnage du gamin intéressant, et ça me trottait dans la tête depuis des années, un gosse un peu perdu, qui était presque qui perd la défaillance de sa mère, devient pratiquement, oui, le pas chef de famille, mais il doit se prendre en charge, il doit s'assumer seul.
Et bon, cette idée-là me tenait en tête. Après, à Brest, dès qu'on parle de Brest, on vous dit toujours, il y a le pont de Recouvrance, il y a, je sais pas, le pont, voilà, la rue de Siam, et puis on oublie de vous dire qu'il y a des quartiers aussi pas si simples, là, c'est Pont-à-Nézel. Je sais pas, pour moi, le Brestois de l'année derrière, c'était plutôt l'imam de Pont-à-Nézel plutôt que le maire de Brest. On a davantage parlé de l'imam que de... Mais bon, voilà, quand on parle de Brest, on tombe tout de suite un peu dans le folklore. Donc bon, moi ça m'intéressait de parler de d'avoir ce petit jeune, là, ce personnage-là. Alors c'est pas parti d'une histoire tout à fait vraie, mais donc d'un côté Daniel Mudret, de l'autre ce quartier-là, et également un gamin qui a été mon voisin pendant des petites années, qui est un petit génie des échecs, qui en fait c'est un Tchétchène dont la famille est réfugiée sur Brest depuis quelques semaines, enfin quelques années maintenant, et parce que ma maison est mitoyenne d'un centre par où passent des familles de migrants, et donc maintenant il a déménagé, et puis sur cette rive-là il est parti chez l'ami, côté Recouvrance, de l'autre côté de la passerelle. Et donc, je lui parle toujours, mais c'est limite. Et ce gamin-là, c'est vraiment... c'est une famille... son père est décédé, il a été tué en Tchétchénie, mais sa mère, c'est une femme qui porte un fichu. Un jour, elle est montée dans ma voiture, il y avait de la radio, de la musique classique, elle reconnaissait le morceau, elle connaît l'interprète. C'est une femme qui ne parle pas un mot de français, mais son gamin de 15 ans à l'époque derrière me traduisait. Ah ben elle connaît ce morceau, elle connaît. Ah là, il était prof de musique. Alors pour moi, c'était presque paysanne à l'avoir passé. Et le gosse, lui, maintenant, comme il doit se débrouiller seul, il a laissé tomber l'école, enfin, il faut qu'il se débrouille. Alors que pour moi, ce mec-là, c'est peut-être comme tous les joueurs d'échecs, un petit génie presque. Donc j'avais mélangé toutes ces histoires-là. Bon, j'ai pas retenu toute l'histoire parce qu'il faut en faire un truc un peu polar. Enfin, bon, c'est mon truc. Et donc le milieu que l'on découvre quand on ne connaît pas en lisant tes nouvelles, c'est le milieu en fait des ouvriers de l'Arsenal. Et alors c'est un milieu extraordinaire parce que on a alors c'est plus quand même le passé que le présent, parce que c'est en fait un univers qui est en pleine mutation à la fois culturelle et économique, mais on se rend compte qu'il y a là une culture ouvrière absolument étonnante, très vivante, qui s'exprime d'abord par un vocabulaire. Je crois que l'appropriation, c'est quand même la langue, et effectivement, un travail, un métier un petit peu difficile. Alors, comme ça parle de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux en fait nous dire un mot donc de ça? D'abord, la culture ouvrière. Si on devait déterminer 2 ou 3 éléments de la culture de l'Arsenal, par quels éléments tu commencerais? Alors, d'abord pour dire que je suis rentré en apprentissage à 15 ans en Arsenal, donc j'en suis sorti âgé. Donc je suis retraité. Mais tu en es sorti. Voilà, qu'ils aillent se faire foutre. Donc j'en suis sorti. Oui, la culture ouvrière, la culture de l'Arsenal, bon c'est un peu caricatural de dire bon les ouvriers c'est la culture, de la solidarité, mais c'est vrai, c'est une culture un peu tournée vers elle-même, c'est pas très ouvert, c'est une culture, ils ont mis des murs autour, c'est pas pour rien, c'est pour nous empêcher de sortir, donc je pense que c'est lié à la mentalité brestoise, un peu, c'est un peu rentre dedans, c'est un peu en tant que, enfin bon voilà, c'est pas... souvent je dis ça plutôt un coup de boule qu'un long discours, mais d'un point de vue métaphorique, pas de la violence, mais plutôt un peu on balance des pannes, il y a beaucoup de surnoms, puis c'est rapide, mais il n'y a pas de rancœur, ça part. Après sur l'Arsenal, je peux en dire du mal, c'est-à-dire que moi je pense que les ouvriers, parce que dans mes bouquins, c'est pas sympa toujours avec les ouvriers, c'est vrai, parce que en tant que classe sociale, effectivement on est la proie du système. Mais finalement, il y a autant d'imbéciles chez les ouvriers que chez les présidents de festivals, les correcteurs, enfin bon, voilà, c'est dans le public, quoi, le pourcentage est identique. Voilà. Donc il n'y a pas, j'essaye pas de manipuler les bonhommes. Bon, si c'est des cons, c'est des cons, enfin il n'y a pas... Voilà.
Alors, moi je dois dire que j'ai été d'autant plus sensible à ces nouvelles marques que, bon, on ne va pas mettre notre vie personnelle là-dedans, mais il se trouve que j'ai épousé une Brestoise dont le père a été charpentier tôlier à l'Arsenal. Donc j'ai retrouvé, mais alors, j'ai revécu cette... D'ailleurs le petit-fils arrive là, j'ai revécu cette culture au plus près, et j'ai retrouvé en fait ce que mon beau-père m'a raconté tout le temps que je l'ai connu. Hein. Et si je parlais de la condition ouvrière aussi, et ce sera la dernière allusion aux aspects privés, c'est que mon beau-père, après une carrière à l'Arsenal de Brest d'ouvrier, est mort un mois après sa retraite d'une crise cardiaque, épuisé par le travail. Donc je veux dire, voilà, il y a du vécu, et ça ne peut pas s'inventer. Voilà, c'est ça. Très souvent, c'est le folklore qui l'emporte sur... Voilà. Et moi, j'essaie de faire ça, en fait, aussi, c'est ça. De jouer avec le folklore, et puis d'intégrer un côté un peu dégueulasse. Le gars est malade, le gars il va... Voilà. Pour bien dire que c'est pas si facile. Il y a autre chose aussi dans ce folklore-là, c'est que quand on parle de Brest, on parle tout de l'Arsenal de Brest, on parle toujours la casquette, les 1001, non mais ça c'est pour attirer le regard vers le haut. Donc on parle toujours effectivement les ouvriers, la rigolade, la bonne blague, je sais pas, le verre de vin, on parle jamais de ce qu'on y fabrique, pourtant c'est des bateaux de guerre. En ce moment ils bombardent Mossoul, tout le monde rigole en disant avec sa casquette. Donc bon, c'est marrant que c'est... Mais la ville est un peu bâtie comme ça, vous voyez les Brestois là, mais la ville est un peu bâtie... bon, la marine a un pouvoir dingue, et peut-être même le principal pouvoir, mais les souterrains, c'est l'armée, donc c'est la grande muette, et on n'entend rien. Et puis les ouvriers, eux, ils parlent, donc ils ont le droit de se présenter aux élections, les militaires n'ont pas le droit, donc effectivement, dans les années que j'évoque, les années RDT, 45, 60, 70, on avait même le maire, c'est un ancien ouvrier, par exemple, mais c'est quand même qu'on détende la ville de tel côté, ou bien qu'on crée tel ou tel type d'industrie. Donc la ville, c'est un peu, dans l'Arsenal, les ouvriers méprisent les militaires qui méprisent les ouvriers. Donc tout va bien, en fait. C'est un peu... bon, et la ville est bâtie un peu comme ça. Après, il y a aussi, dans toute la ville, vous avez deux patronages par quartier. Un curé et puis un patronage laïque. Alors, patronage laïque qui a été créé en général par un binôme, un instit et un ouvrier, par exemple. Et puis, les curés, un curé puis un ouvrier. L'autre syndicat, quoi, si on veut. Et toute la ville est un peu bâtie comme ça. Bon, c'est rigolo, quand ça fait des quartiers où ça remue, quoi, quand il y a l'équipe de foot du QL Lambé qui joue contre l'Étoile Saint-Laurent. S'il n'y a pas de sang, c'est qu'on est passé à côté du match. Voilà. L'Arsenal, avant Brest c'était l'Arsenal, mais maintenant ça... Je pose les questions aussi comme ancienne Brestoise. Et c'est vrai que l'Arsenal, c'est un état dans l'état dans Brest. Tout le monde, même ceux qui ne travaillaient pas à l'Arsenal, il y avait leur père. Personne ne travaillait à l'Arsenal. Je n'osais pas dire, mais les blagues. Il y en avait. C'est comme pareil, il y en a qui tape sur les fonctionnaires, il y en a qui bossent quand même. Non, c'est vrai. Mais est-ce que maintenant. Ça fait perdu un peu de la place prépondérante que ça fait dans le Oui, tout à fait. D'abord, moi, quand je suis rentré en 72, il y avait 9 000 employés, et je crois qu'ils sont 2500 maintenant. Et puis, pareil, gagnés par des méthodes de management un peu à l'américaine. Bon, ça a tout changé. Et c'est plus technologique, il y a de moins en moins d'ouvriers dans les années 90, un peu après. La partie ouvrière était beaucoup sous-traitée des entreprises privées. Moi j'ai travaillé avec des colonels, avec des militaires, des gens qui arrivaient. Et maintenant il y a pratiquement plus d'ouvriers à la production directe. Des techniciens, d'ingénieurs. Ce qui s'appelle de la haute valeur ajoutée. Donc nous l'inverse, on est de la basse valeur retirée. La PVR. Donc c'est un peu. Mais après je pense aussi que c'est pas spécifique à l'Arsenal de Brest. Les villes dans lesquelles il y a une grosse entreprise,
que ça soit Saint-Nazaire, pour les chantiers, c'est un peu pareil, quoi. Les gens d'abord, on a peut-être la qualité de l'emploi, donc ça fait un peu des envies peut-être, des salaires qui tiennent, parce qu'il y a des syndicats très forts, il y a un contre-pouvoir très fort aussi, ça cause beaucoup. Je parle souvent on appelle ça de l'encadrement. L'Arsenal de Brest, quand on avance, on a l'encadrement dit, quoi, mais comme il y a un fort contre-pouvoir. Mais ça, c'était peut-être il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Denis, il dédie Pêche interdite aux bateaux ivres, voilà, avec un texte qui parle il y a des histoires de marins et en même temps qui est un peu un texte, je sais pas, dans la lignée, pour moi ça m'a fait penser à certains romans de David Goodies, par exemple, dans cet esprit-là du noir. Yvon, tu mets une double citation au début de tes 11 nouvelles, je crois, tu les mets sous le patronage de Jacques Prévert, ce qui permet d'unir poésie, évidemment, colère, lutte, colère, et humour, bien sûr. Et puis il y a aussi Georgie Verneau, peut-être moins connu, voilà, La peau et les os, Le wagon à vache, un auteur majeur pour moi, à hauteur d'homme comme l'on dit dans sa littérature, un brin désespéré, je pense, pour des raisons évidentes. Est-ce que tu peux parler de ce double patronage un peu? Parce qu'ils ne sont pas là au hasard, ces deux-là. Oui, c'était des auteurs majeurs. Alors Prévert a longtemps été un peu méprisé par l'intelligentsia, c'était facile à lire. Et moi, ce que je trouve là-dedans, c'est qu'il utilise des mots. Et parce qu'aujourd'hui, le mot, Prévert parle grève, qui grève. Il parle d'ouvrier. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des opérateurs. Et quand on nous retire les mots, on nous retire aussi une façon de penser. On ne va pas les crier dans la rue, opérateurs de tous les pays, unissez-vous. Ça fait con. On aurait l'air un peu malin. Donc résultat, voilà, on nous a retiré ça, donc on ne va pas pouvoir s'en servir pour nous exprimer, pour faire avancer des idées. Et alors j'avais un grand-père qui s'appelle Jean-Paul Cochet, qui disait quand on parle mal, on pense mal. Effectivement, ces gens-là qui me disent, je ne sais pas, ce sont des directions, des ressources humaines. On est de la ressource humaine. On n'est pas des êtres humains, on est que de la ressource. Après, il y a la ressource matière et la ressource humaine. Bon, et donc, quand Prévert utilise les mots, et ces mots-là, les mots simples et les mots de tous les jours. Et puis, bon, c'est un auteur, j'aime bien, Georgie Verneau, c'est un dieu vivant, alors sauf qu'il est mort. Et que Dieu n'existe pas. Donc Georgie Verneau, pour moi c'est quelqu'un, il est majeur pour une chose aussi, c'est qu'il balaye devant sa porte. C'est-à-dire que c'était un enseignant, un agrégé, et quand il était prisonnier en Allemagne, il a un regard sur ses collègues, sur des gens qui étaient d'une intelligence supérieure, qui se sont comportés comme des salauds, comme ils étaient prêts à piquer le bout de pain, alors qu'ils étaient, je sais pas, feu dans la langue. Et Georgie Verneau, désespéré, c'est vrai. Et surtout, c'était quelqu'un qui aimait se placer un peu à côté. Pas au-dessus, mais un peu à côté, d'observer. Il a une phrase aussi que je trouve géniale, qui dit à un moment donné, adhérer, telle volonté du Bolus. Et c'était quelqu'un qui a toute sa vie à garder. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et que je rapproche, il y a plein d'auteurs qui ont disparu de cette période-là, alors que c'était des auteurs, on parle souvent des Montcalais, des Montguérin, des gens comme ça, enfin c'est des gens qui sont, je suis en train de dire Jean Malaquais, voilà, des types, je suis en train de dire, mon planète sans visage, des auteurs dont on parle peu, donc alors moi qui n'ai pas de culture, ça permet justement, s'approprier des auteurs dont on parle peu, voilà quoi. Oui, t'as peut-être pas de culture, mais t'en parles bien. Non, c'est de la chatte. La culture, c'est de la gueule. Mais voilà, c'est tout lui, ça. Ouais. Alors, oui, alors, et parmi les activités culturelles des ouvriers de l'Arsenal, il y en a quand même quelques-unes qui sont tout à fait étonnantes. Par exemple, chasser le lapin, c'est le dieu de Kéréma. Alors, cela, effectivement, ça mérite une explication quand même, parce que c'est vraiment une activité qui a été pendant très longtemps. Moi, je vais donner son nom. Ouais. Alors, oui,
Bon, c'est une histoire, ouais, oui, c'est vrai, c'est des collègues. Mais je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont en parler aussi. Mais quand on roule sur les dunes un peu vite avec un phare, on chope du lapin. Voilà. Mais je vous le conseille. Plutôt marche avant, marche arrière, c'est complexe. Mais bon, ce copain-là, qui est un gars qui fait de sa chienne BMW d'occasion, rincé, il s'appelle Michel, en vrai, mais là, j'ai dû changer son nom. Et pour inaugurer cette nouvelle voiture, il est allé l'emplafonner sur les dunes de Kérémor, mais il a ramené du lapin. Alors, j'ai un truc avec les animaux, il y a une fois qu'un cochon aussi qui finit dans une voiture, mais j'aime beaucoup les bêtes. Et parmi les habitudes également des Brestois, il y avait le camping. Et c'est vrai que même ceux qui avaient une maison à Brest, un appartement, en été, louaient à l'emploi de Cloisel. Voilà. Parce que la mutuelle était propriétaire du camping. Voilà, c'est ça. Et comme ça, on pouvait faire du covoiture. Et là, pour rentrer le soir, les routes étaient un peu plus... Parce que les femmes et enfants étaient à l'emploi de Cloisel. L'habitude d'aller, pas que chez les ouvriers de l'Arsenal, mais chez les enfants, l'habitude était restée chez les... Vous pouvez parler avec le micro. L'habitude était, ça c'est très brestois, d'ailleurs les goristes le chantaient. Le brestois, c'est celui qui va camper à l'entrée de Corzel pendant l'été à l'arrivée à Poudalmaison, certains aussi. Mais ça c'était moins bien. Les gars qui ont déjà réussi un peu, quoi. Alors comme il y a quand même quelques Brestois dans l'assistance, si vous avez également des témoignages... Mais il y a aussi les gens du coin de Saint-Brieuc, il l'a remarqué. C'est pas du tout le pays. Ça c'est bien. Chez nous non plus. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Pour Brest, ce matin, quand je suis parti, j'ai oublié de mettre de la crème solaire pour ouvrir les volants. Parce qu'on avait du soleil. Et j'arrive ici et... Donc, je ne venais pas jouer que ça. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est jouer sur les mots, là, l'opérateur au lieu de l'ouvrier. Mais en ce moment, c'est dingue. Par exemple, la mairie, elle ne parle plus de trottoir, elle parle de circuit de circulation douce. La novlangue. Et c'est pour des procédés. Alors, ça c'est pas typiquement brestois, ça. Hein. Non, mais là, c'est pas mardi. Non mais j'allais dire, ça apparaît également dans le roman de Denis, parce que quand tu parles de ton personnage Yvan et son copain Mick, ils sont tous les deux serrés à la gorge, et à un moment les propos qu'on leur tienne, quand par exemple lui qui a été patron pêcheur, il faut qu'il se reconvertisse, alors ils ont affaire à ces gens, les banquiers évidemment qui sont là pour les pressuriser, et voilà, et les experts, puisque maintenant pour parler de n'importe quoi, il y a des experts. Des consultants. Voilà, qui savent les choses à la place de ceux qui les pratiquent en général. Les experts qui avaient donc constaté que acheter un bateau, bon, ils pouvaient le faire, Yvan, Kermer pouvaient le faire, donc des emprunts à la banque, que ça allait certainement marcher, et 2 ans après, il prend la tasse, le bateau est brûlé, et voilà. Mais les experts avaient raison quand même. Bien sûr. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à... Sinon, nos 2 amis sont à la salle Capaval jusqu'à ce soir 21h30. C'est-à-dire qu'ils seront là après le festival. Pour nous aider à démontrer. Et donc, voilà. Et demain, la pharmacie. En tout cas, nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et donc merci à vous d'avoir été présents pour cette rencontre. Et merci à Marika. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Merci à vous.